Donc, bonjour à tous, merci d'être là. Et je... Oui. Voilà. Effectivement, si vous avez besoin de la moindre clarification, n'hésitez pas à m'interrompre. Et donc, je suis ravi de commencer. Et malgré le titre un peu barbare de probabilité libre, ça que vous inquiétez pas, ça que je vais cacher toutes les mathématiques, c'est juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire en IA grâce, en fait, là, avec des techniques quand même très fondamentales. Donc, et donc le but là, c'est vraiment en fait, une application de cette théorie pour la prédiction de performance de réseaux de neurones. Donc, il y a un papier et et vu le titre, en fait, là, vous voyez que le titre est beaucoup plus en fait, spécifique. Donc, c'est pour des réseaux de neurones feed-forward, c'est en fait, fully connected. Voilà, donc c'est plutôt un papier en fait, théorique, quand même avec un code qui fonctionne. C'est vraiment une preuve de concept. Et donc, c'est sur Archive et je suis ravi là, en fait, là, de reporter que c'est maintenant en fait, en fait, accepté. Donc, le problème, en fait, là, le problème, là, de façon très simple, c'est que bon, bah, toute personne qui a eu affaire à des réseaux de neurones, enfin, là, sait que ça perd, enfin, là, qu'on perd énormément de temps à le tuner. Et donc, on perd beaucoup d'énergie en fait, électrique. Donc, il y a un coût en fait, environnemental, mais il y a aussi un coût, j'ai envie de dire, humain. C'est voilà, en fait là le temps passé à rerouler, changer les paramètres, rerouler, changer des paramètres, ça peut être très lourd. Donc tout le monde connaît, je crois, tous les praticiens savent que voilà. Et donc là, par contre, ça que je n'ai pas trouvé dans la statistique, ça que sur le coût humain. Mais voilà, en fait, donc il y a une belle, enfin, donc, il y a une belle étude, ça que sur en fait, ça que sur l'empreinte la carbone. Donc voilà, donc entraîner en fait un réseau de neurones en fait, à quasiment en fait l'état de l'art en 2019. Vous voyez en fait la petite barre, ça que sur l'empreinte carbone. Pour un vol aller-retour New York, San Francisco, ça que c'est à peu près du même ordre. Donc là, une vie humaine à 1 an, c'est quasiment 5 fois plus. Une voiture, c'est ça. Et donc, mais par contre, ça que si vous prenez un réseau de neurones et que vous le réentraînez sans arrêt et pour chercher tous les paramètres possibles et en fait, la tuner ça que dans tous les sens, en fait, là, j'ai trouvé ça. Donc, c'est un peu en fait, effrayant. Donc, voilà. Et effectivement, la littérature en fait, là, de l'architecture en fait, la tuning et du hyperparameter search, c'est vraiment très très large. Il y a énormément de choses. Donc, il y a des choses beaucoup plus en fait, empiriques et en fait, exhaustives que, en fait, là, que ce que je vais vous présenter. Et donc, en fait, là, moi, je vais vous présenter quelque chose, voilà, une preuve de concept avec un outil très fondamental. Et donc, là, en fait, la question en fait, là, que tout le monde vise, c'est la question irréaliste, c'est est-ce qu'on peut prédire la performance avant un entraînement? Vous avez une architecture, vous avez certains paramètres, vous voulez la lancer. Est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout pour savoir si cette architecture est bonne ou voilà, est-ce qu'il faut s'arrêter, est-ce qu'il faut changer? Donc l'idée plus simple, l'idée plus réaliste, c'est en fait, donc ça c'est une idée en fait, assez commune, c'est que dans toute la littérature en fait, de l'analyse en fait, la numérique et en fait, la computationnelle, c'est qu'en général, bah, les choses performantes sont les choses aussi qui sont stables. Effectivement, quelque chose qui est instable, bon ben, c'est souvent dans les choux. Donc pourquoi parler de la performance? Donc, donc il y a un outil ici qui est en fait qu'on a utilisé. Donc, ça commence à être en fait la popularisé, mais je vous avoue qu'en fait là quand ML c'est quand même assez peu commun. Et donc c'est quoi nous les probabilités? C'est en fait sans rentrer dans les détails, c'est une théorie en fait la mathématique pour prédire donc, le spectre de grandes matrices. Donc bon, algèbre linéaire, vous savez ce que c'est qu'une valeur sans la singulière. Et donc dans le ML, donc il y a plein de matrices. Et les matrices qui pilotent en fait là, le learning ou le training, bah, c'est les matrices que c'est en fait, ce sont là les jacobiennes des réseaux de neurones. Et l'idée, c'est est-ce qu'on peut construire un métamodèle voilà, en fait, là, pour le spectre en valeur singulière. Et après, j'ai trouvé ça, en fait là, cette image qui illustre ça, assez bien la chose. C'est une image un peu artistique. Que effectivement que si tout le spectre est à 0, c'est-à-dire que votre descente de gradient est absolument frisée, tout est gelé, vous avez un monde
ordonné et pas très intéressant. Si là, tout est grand, vous avez un monde c'est là, chaotique, vous êtes très très instable. Et donc il y a cette idée un peu la poétique que le learning est au bord du là, chaos. Il y a des gens qui disent qu'il vaut mieux être un peu plus à droite qu'à gauche. Bon, ça c'est une autre question. Donc l'idée est quand même là. Enfin, l'idée simple, c'est voilà, c'est éviter ce qui est trop grand et ce qui est trop petit. Donc voilà, enfin comme promis, ça que je vous dis pas du tout comment est construit ces indicateurs. Je veux dire bon, ben, ce sont des maths, boîte noire. On a fait le travail de traduction et de code et de pas mal de choses. Et donc là, ça que je vous montre un graphe. En fait, là, c'est assez simple. C'est en fait là, chaque point, c'est en fait là, une architecture de la réseau de neurones prise au hasard, en feed forward fully connected. En fait, là, ici, vous avez le log en base 10 du nombre de paramètres. Donc, plus c'est rouge et plus vous avez pris en fait un gros réseau. Là, vous avez une mesure de l'accuracy qui pour MNIST, bon, c'est tout à fait, c'est absolument la version totalement toy. Hein, et vous voyez, bon, ben, en fait, la MNIST, c'est que quand vous le prenez, vous faites n'importe quoi, là, vous arrivez à peu près à 80. Donc ici, c'est en fait la couper. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en fait là en dessous, c'est en fait la couper. Et en tunant un peu, bon, bah, les gens lancent plein de trucs. Et vous avez que ici, j'ai en fait cet indicateur théorique qui a été calculé avant tout entraînement. Et vous voyez qu'il y a cette jolie corrélation. Et l'idée, effectivement, c'est que si vous aviez calculé ceci avant et choisi ceux qui avaient un fort indicateur, vous seriez plutôt là de ce côté. Et qu'en fait, tous les autres ici, en fait, là, il n'y avait pas besoin de les entraîner. Et il y en a encore plus en fait là en bas, parce qu'il y en a pas mal vers 80, 60. Enfin, là, on fait là tout ce qui a complètement raté. Donc, effectivement, vous allez me dire MNIST et un transformer, ça n'a rien à voir en fait. Bon, mais le rêve, c'est quand même que, en faisant ça, vu qu'il y a 85% de la corrélation, vous pouvez en fait, là, vous pouvez économiser pas mal d'argent et de temps là, de calcul sur AWS ou sur un autre service. Donc après, vous allez me dire, ok, est-ce que c'est juste une preuve de concept ou est-ce que c'est mieux? Est-ce qu'on peut faire, enfin voilà, est-ce que c'est vraiment robuste? Donc en fait, voilà, en fait, la théorie dit que c'est totalement indépendant du dataset, ça que ce que je vous ai montré, c'est juste pour que ça parle aux gens, mais on a fait donc les tests pour d'autres datasets, pour des architectures même un peu trop grosses, ça que pour ces datasets. C'est aussi très rapide, en mode, c'est vraiment une technique sans la computationnelle. Vous voyez que la technique qu'on a proposée, c'est la bleue et la orange. Et le temps de computationnel est en millisecondes ici, donc c'est de l'ordre de 100 à 1000 la milliseconde, donc on est vraiment, voilà, c'est très rapide. Et effectivement, donc voilà. Et je vais juste m'arrêter, ça que sur les perspectives là, de cette chose, c'est bon, personne n'est frustré là de ne pas savoir ce que c'est que des probas libres, je pense. Que si vous voulez savoir, donc il y a le papier, mais je vous assure, voilà, si vous voulez, on peut en parler après. Mais voilà, et comme ça que je vous disais que c'est une méthodologie générale de calcul de spectre de grandes matrices, en fait, le domaine sans d'applicabilité existe et existait avant le machine learning. Ce qui se passe, c'est que par contre, c'est une théorie, il y a très peu de méthodes computationnelles. C'est que la communauté en question est totalement la théoricienne, donc ils ont fait énormément de belles choses, et donc je peux vous dire que la chose qu'on a fait, c'est le 3e papier qui propose une méthode computationnelle. Ça fait pas, donc voilà, c'est juste pour dire qu'il y a pas mal de choses dans le monde de la mathématique théorique qu'il faut sortir, et donc il y a des applications autres, par exemple en statistique là, de haute dimension. C'est juste que voilà, vous voulez juste faire une bête régression linéaire, vous avez 1000 facteurs et 1000 variables. Bon, ça que c'est le domaine des probas libres, et pourtant c'est quelque chose de très commun et que tout le monde la devrait utiliser. Donc ça aussi, donc là, donc ça c'est un progrès, donc c'est un travail en progrès. Après, c'est que si vous me dites, est-ce qu'il faut
Comment peut-on pousser en fait là au-delà du feed-forward et fully connected? Ben, au-delà de feed-forward, en fait là j'ai envie de vous dire, ben, la théorie est prête, faut aller voilà, décrypter les hiéroglyphes et puis écrire un bon code. Pour faire autre que le fully connected, c'est que donc, le problème de ça, c'est que les probabilibles, c'est en fait une théorie de, c'est une théorie là de, en fait là pour des matrices délocalisées et peu structurées. Et donc là, la théorie n'est pas prête. Et donc là, il faut plus de maths. Donc pour moi, ça c'est un bel exemple pour montrer que, ben, qu'en IA, faut écrire du code et faire des maths. Voilà. Tu as une question? Ah, mais il y a un analogue effectivement là de la gaussienne libre. Effectivement, en fait, là, les probas libres ont une zoologie là de lois assez particulière, mais elles sont dictées en fait, là, dans notre cas par la modélisation du réseau. Et là, en gros, ben c'est en fait quand il y a une couche fully connected, comme on regarde là, des valeurs singulières, donc c'est en fait une loi de Marchenko-Pastour. Et après une non-linéarité. Et le but, ben, c'est de faire en sorte que la structure, que l'architecture du réseau se reflète, ça que dans la métamodèle, effectivement, bah là, il y a d'autres choses qui sont possibles à mettre. Voilà. Mais on pense là que la méthode, vous pouvez mettre ce que vous voulez, en fait. Donc, tant que c'est calculable, c'est faisable. J'ai une question aussi, Reda. Comment se reflète ta théorie en termes de recommandations pour quelqu'un qui fait des choses pratiques? Tu lui dis d'initialiser comment et de contraindre les poids. J'ai pas compris comment ça se passait. En fait, les différents points, ce sont vraiment, voilà, donc là, pour une architecture sans fixée, tu me donnes là la taille là, de couches, des variances à l'initialisation, et la nature des non-linéarités. Et j'ai un métamodèle qui va dire, bon, ben, en fait, le spectre des valeurs ressemble à ceci. Et donc, je pense que ceci sera stable ou ne sera pas stable. Donc, en fait, ce qu'il y a à rentrer, c'est l'architecture, les non-linéarités, les variances à l'initialisation et les tailles des couches. Ouais, aussi. Voilà.